On vous a souvent raconté l'histoire de l'Afrique à travers les yeux des autres. Oubliez ça. Le Niger n'est pas né d'un trait de crayon sur une carte coloniale. C'est une terre d'empires puissants, de confédérations guerrières et de leaders qui ont défié les plus grandes puissances mondiales pour défendre leur liberté. Pour comprendre ce Niger souverain, il faut savoir qu'avant la colonisation, ce territoire est une mosaïque de civilisations puissantes et interconnectées. Les Haoussa au sud, les Arma Songhai à l'ouest, les Kanouris à l'est, les Touaregs au nord, les Toubous dans le nord-est et les Peuls répartis stratégiquement. Deux grands tournants géopolitiques vont tout changer. En 1591, l'empire Songhai s'effondre face aux Marocains. L'aristocratie Songhai, les Maïgas, descendants des Askia, se replient dans l'ouest du Niger actuel et y fondent des États résilients comme le Dargol, Terra, Kokoro et Karma. Maintenant, un idéal de noblesse guerrière. En 1804, Ousmane Dan Fodio lance un grand mouvement spirituel et politique qui fonde le califat de Sokoto au nord du Nigeria actuel. Mais le Niger actuel refuse la soumission. Les dynasties Haoussa souveraines se déplacent vers le nord pour préserver leur indépendance. Le Sarkin Katsina, en exil, refonde un État souverain à Maradi vers 1819 et le Sarkin Gobir fait de même à Tibiri vers 1840. Ses dirigeants lancent des contre-offensives régulières pour contenir l'expansion de Sokoto. À l'est, le royaume du Damagaram, avec sa capitale Zinder, devient la nouvelle plaque tournante incontournable du commerce transsaharien. Au nord, les confédérations Touareg, Kelgrès, Kel-Owi et Kel-Dinik, développent une économie agricole et pastorale intégrée et performante. Entre 1851 et 1884, le roi Sarki Tanimoun transforme le Damagaram en une superpuissance régionale en modernisant totalement son armée avec des armes à feu à tir rapide et en faisant de sa capitale, Zinder, une immense métropole fortifiée par de gigantesques murailles de terre et de pierre. À l'ouest, dès 1856, le chef de guerre Maouri Karfé lance une grande lutte de libération qui embrase la région pendant 10 ans, aboutissant en 1866 au traité de Lafia-Toga, qui consacre la victoire et l'indépendance des peuples Zarma, Maori, Dendi et Kebawa, des forces locales qui seront plus tard unifiées sous la bannière d'Issa Korombe, le redoutable chef de guerre de Dosso. En 1890, la France et la Grande-Bretagne se partagent théoriquement la région sur le papier lors de conférences européennes, mais sur le terrain, les souverains nigériens refusent de céder leur territoire. Ainsi, le capitaine français Kazemajou, envoyé pour soumettre définitivement le Damagaram, est exécuté le 5 mai 1898 par le Sarki Amadou, qui réaffirme l'autorité absolue de son État. Pour imposer sa domination par la terreur, la France déploie en 1899 la mission militaire Voulet-Chanoine, une colonne d'invasion d'une violence extrême qui pille et massacre les populations sur son passage. Face à la brutalité, l'esprit de liberté s'embrase. La légendaire Saraounia Mangou, reine et chef religieuse de l'Arewa, tient tête héroïquement à l'armée française depuis son fief de Lougou, grâce à un sens tactique exceptionnel et une maîtrise parfaite de la brousse, tandis que la cité de Birnin Koni choisit elle aussi une résistance farouche et sanglante. Mais cette cruauté excessive déstabilise la colonne elle-même. Face à la folie meurtrière de leurs supérieurs, les tirailleurs africains se mutinent et abattent les capitaines Voulet et Chanoine le 15 juillet 1899. Le Damagaram livre sa dernière grande bataille à Tirmini le 30 juillet, où le Sarki Amadou tombe les armes à la main en défendant son royaume jusqu'au bout.
permettant à la France de créer officiellement le territoire militaire du Niger, le 23 juillet 1900. Même si dans le nord, la résistance continue de plus belle, menée par un jeune et brillant chef touareg qui refuse de plier, Kaosen Ag Mohamed. Au début du XXe siècle, la domination coloniale se fait de plus en plus lourde. Les impôts explosent, le commerce est étouffé, et les populations voient leurs moyens de subsistance disparaître peu à peu. Puis survient une catastrophe. Entre 1913 et 1914, une terrible sécheresse frappe le pays. Les Nigériens l'appellent encore aujourd'hui le Gand Berry, la grande famine. Alors que les familles luttent pour survivre, l'administration coloniale réquisitionne une partie des récoltes pour nourrir ses garnisons militaires. Face à cette situation, des milliers de personnes prennent la route de l'exil vers le Nigeria voisin. Mais certains choisissent une autre voie, la résistance. En décembre 1916, Kaosen Ag Mohamed arrive à Agadez. Avec l'appui discret du sultan Tegama, il lance l'une des plus grandes révoltes de l'histoire du Niger colonial. Le 13 décembre, les insurgés prennent la ville. Dans tout l'Aïr, les tribus se soulèvent. Pendant plus de 3 mois, les résistants assiègent le fort français. La France doit même faire appel à des renforts venus du Nigeria britannique. Finalement, Agadez tombe en mars 1917. La répression est brutale. Chefs religieux, intellectuels et notables sont pourchassés. Mais ni Kaosen ni Tegama ne renoncent. Ils poursuivent d'abord le combat jusqu'à leur mort en 1919, devenant des symboles durables de la lutte pour la liberté. Après ces années de guerre, le Niger entre dans une période plus calme en apparence. L'administration coloniale allège certains impôts et développe la culture de l'arachide. En 1927, la capitale est transférée de Zinder à Niamey. Mais la résistance ne disparaît pas. Elle change simplement de visage. Dans les années 1930, apparaît le mouvement Aoka. À travers des cérémonies spectaculaires, ses adeptes imitent et caricaturent les colonisateurs. Derrière cette mise en scène se cache un puissant message. Malgré la domination étrangère, l'esprit de liberté demeure vivant. Puis vient la Seconde Guerre mondiale. Sous le régime de Vichy, les réquisitions, les impôts et le travail forcé se multiplient à nouveau. Plusieurs chefs traditionnels refusent de se soumettre. Pour leur opposition, ils sont démis de leurs fonctions et envoyés en exil. Après la guerre, le vent du changement souffle sur toute l'Afrique. En 1946, le travail forcé est officiellement aboli. Les premiers partis politiques voient port le jour et un homme s'impose progressivement sur la scène nationale. Hamani Diori. Quelques années plus tard, une autre figure attire les foules, Djibo Bakari. À la tête du Sawaba, il défend une indépendance immédiate et une profonde transformation sociale. En 1958, un référendum décisif est organisé par la France. Djibo Bakari appelle à voter non pour obtenir l'indépendance sans attendre. Mais le camp du oui l'emporte. Le Sawaba est écarté du pouvoir, tandis que Hamani Diori prend la tête du gouvernement autonome. 2 ans plus tard, le destin du pays bascule définitivement. Le 3 août 1960, le Niger devient officiellement un État indépendant. Ce mercredi 3 août 1960, par délégation des pouvoirs que je tiens du peuple nigérien, qui m'a placé à la tête de l'État en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. Que le Niger exerce et exercera à compter de ce jour sa pleine et entière souveraineté dans le respect des principes du droit international et de la morale internationale.
L'histoire du Niger est celle d'un peuple qui n'a jamais cessé de résister. Des guerriers de l'Aïr aux militants politiques du XXe siècle, plusieurs générations ont porté le même rêve, celui de décider elles-mêmes de leur avenir. L'histoire du Niger ne s'arrête pas en 1960. Abonnez-vous pour découvrir les grandes figures, les résistances oubliées et les événements qui ont façonné le Niger et le monde d'aujourd'hui.